Et donc, on avait comme adhérent depuis déjà un certain temps Jean-Christian Vimès, qui a fait un parcours important là-dedans. Donc, il y a une association, il va vous en parler beaucoup mieux que moi, qui s'appelle Valoriance, et donc, il a beaucoup travaillé. Donc, c'est une approche scientifique, hein, c'est pas une approche psychologique, même s'il y a sûrement de la psychologie dedans, mais au départ, c'est une approche qui a pas mal d'écho, hein, vous verrez, il en parlera. Et donc, il va vous expliquer ce que c'est que l'équilibre, hein, vers lequel doit converger un chef d'entreprise pour être le plus porteur possible, hein, d'une libération. Et il est venu, et je le remercie, avec un chef d'entreprise qui va pouvoir témoigner autour de ça. Voilà. On tient beaucoup toujours à avoir une partie de témoignage de gens, etc. Jean-Christian Vimès est un chef d'entreprise aussi, il a créé des entreprises, donc il n'est pas un consultant ou un psychologue. Voilà. Je vous laisse la parole. Alors comme d'habitude, ça sera filmé et ça sera mis sur le site juste après, dans quelques jours. Hein, tous les ateliers ont été filmés, ils sont sur le site. Alors la qualité du son n'est pas toujours excellente, mais là on a un professionnel, donc ça devrait beaucoup mieux se passer. La barre est haute là. La barre est haute. Oui. Jean-Christian. Merci Bernard. Bonjour. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Super Bien. détendu. Curieux. Vous avez remarqué, je ne l'ai pas demandé comment allez-vous. Quelle est la différence entre comment vous sentez-vous et comment allez-vous? Qui peut me le dire? Ah. Oui. Absolument. Qu'est-ce que font naturellement dans leur journée des chiens ou des chats? 3 ou 4 choses importantes, je vous écoute. Non, qui font prioritairement, ils se font du bien. Oui. Mais nous, dans notre cortex préfrontal, nous logeons un certain nombre de fonctions qui nous préoccupent. C'est préoccuper. Et qui peuvent effectivement nous rendre anxieux. C'est-à-dire nous sommes capables de projeter notre conscience dans l'avenir en expliquant que le pire n'est pas certain, mais il peut arriver quand même. Donc nous ne nous faisons pas forcément du bien et nous ne sommes pas forcément dans la préoccupation principale de notre équilibre physique. Tout le monde suit? Très concrètement, c'est effectivement libérer une entreprise par la gouvernance passe par le présupposé, à vos souhaits, cher monsieur, de l'équilibre du chef d'entreprise. Des équilibres, DES, équilibre du chef d'entreprise. Et notre association de recherche a travaillé 11 ans sur l'équilibre de l'être humain, et entre autres du chef d'entreprise. Et l'équilibre d'un être humain, c'est 3 fonctions fondamentales: le physique, le psychologique et le relationnel. D'accord ? En partant de ces 3 fondamentaux, on comprend en observant les mammifères qu'il est important, pour rentrer en relation avec les autres positifs, ce qui est le présupposé de cette conférence, c'est d'abord de travailler ces équilibres fondamentaux. Et ce ne sont pas avec des méthodes complexes psychologiques que nous pourrons les travailler, c'est au contraire, à l'inverse, en revenant à l'essentiel. Et en observant nos chiens et nos chats, nous comprenons que l'essentiel, c'est de préserver son capital d'équilibre physique, psychologique, et puisque nous sommes des animaux grégaires, relationnels. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire, gouvernance? Qu'est-ce qu'on trouve dans le mot gouvernance, d'après vous? Absolument. Alors, mal gouverné ou bien gouverné? Parce que gouvernance est positif. Bien ou mal? Pas forcément. A priori, ce mot, il pourrait être neutre, mais quand on en regarde les mots qui sont connectés, cette connexion avec le mot gouvernance, il est plutôt positif. Pourquoi? Parce qu'on trouve 2 mots très importants dans gouvernance, c'est décentrement. Alors décentrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne centralise plus le pouvoir sur une seule personne. Et on trouve éthique. Décentrement, éthique. Pour une gouvernance décentrée et éthique, une fonction fondamentale, c'est évidemment l'équilibre. Pourquoi? Parce que tout dirigeant,
qui ne travaille pas ses équilibres prend le risque, effectivement, d'impacter ses collaborateurs à partir de ses propres déséquilibres et de transmettre du négatif plutôt que du positif. Vous avez entendu parler de l'ego, par les jeux de construction d'enfants. Et cet ego, quand il prend les commandes de votre pilotage, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez consultant, que vous soyez parent, que vous soyez ami, être humain quoi, finalement, automatiquement met par-dessus une couche de ce que nous avons appelé le mode opératoire négatif, je vous détaillerai tout à l'heure, et qui vous met en capacité de dysfonctionnement parce que vous primez sur du négatif plutôt que sur de l'écoute et de la capacité de vous mettre en solution positive. Et c'est donc l'objet de cette conférence. Donc quel parcours personnel pour libérer son entreprise? Mieux se gérer pour mieux réussir. Mieux se gérer pour mieux réussir. Entreprendre en France, c'est aujourd'hui une nécessité absolue. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi il faut mettre à l'honneur tous les entrepreneurs de France, quelles que soient leurs entreprises? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça peut sauver le pays? Je ne parle pas du PDG du groupe Elf ou Total. Je parle des gens de PME que vous fréquentez, que nous fréquentons. C'est-à-dire l'économie réelle. J'étais avec François Asselin, le président de la CGPME, le nouveau président de la CGPME, récemment, et il est le patron de l'économie réelle. Ça ne veut pas dire que le MEDEF est mal. Ça veut dire qu'il est au feu avec de la TPE et de la PME, qui est la majorité des entreprises en France. D'accord? Et sur laquelle repose l'assiette fiscale. Parce qu'ils ne s'en vont pas dans les paradis fiscaux. Eux, ils ne savent pas faire ça. Puis ils n'en ont même pas forcément envie. D'ailleurs, je crois que le patron français est un homme honnête. On a dit que c'était un salopard. On a eu tort. Parce qu'en vrai... Par leur action sociétale. Comment? Par leur action sociale et sociétale. Parce que ça libère de l'énergie. L'EDF nous fournit de l'énergie pour nous chauffer, nous éclairer. Les entrepreneurs fournissent l'énergie à ce pays pour qu'il fonctionne. Oui ou non? C'est le robinet d'entrée. Si, à vos souhaits, madame, c'est contagieux, oui. Si on ferme le robinet d'entrée, si on réduit le débit de l'énergie entrepreneuriale, qu'est-ce que le pays fait économiquement? Il s'effondre, absolument. La première énergie de ce pays, avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'est l'entreprise, c'est l'entrepreneuriat, c'est le talent au service de la société. C'est la capacité individuelle d'équilibre et de bienveillance de cet équilibre pour faire fonctionner le moteur économique au service de l'ensemble des ressortissants de ce pays. Est-ce que nous sommes d'accord sur le principe? Bien. Quoi que vous fassiez dans cette salle, que vous soyez entrepreneur, il y a des entrepreneurs ou pas? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs, des gens qui ont des salariés dans leur entreprise? Les autres? Non, il y a des consultants, je présume. Levez la main, les consultants, les... D'accord. Mais quoi que vous fassiez dans cette entreprise, que vous soyez entrepreneur ou consultant, il y a une chose que vous n'êtes pas, c'est que vous n'êtes pas payé par l'État. Donc, vous ne prenez pas de la ressource, vous en fournissez, oui ou non? Puisque vous payez les charges, vous payez les impôts et vous alimentez le robinet d'entrée. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut donc dire qu'ici, dans cette salle, nous sommes l'avenir de ce pays. Vous êtes l'avenir de ce pays. Et oui, c'est grâce à vous que ce pays peut sortir de l'ornière, c'est grâce à des associations comme MOM 21 qui sont capables de fédérer des énergies, de faire en sorte que nous nous mobilisions individuellement et ensemble pour réussir à sortir ce pays de l'ornière. Et comment allons-nous le faire? Eh bien, nous allons le faire d'abord, avant tout, en travaillant sur nous, sur nos propres équilibres, pour éviter d'impacter négativement toute personne de notre entourage et d'avoir non pas une gouvernance, mais une stratégie de pouvoir classique. Et en France, nous avons des points forts qui sont notre capacité de créer, de comprendre les systèmes, de créer, de nous fédérer. Le problème, c'est qu'on se fédère souvent sur du négatif. Syndicat, patronat, on se fédère les uns contre les autres, et non pas individuellement équilibrés, une réunion de personnes équilibrées qui, plus équilibrées, ils sont déjà 100% équilibrés naturellement, et qui réussissent à faire quelque chose ensemble. Je fréquente des consultants depuis quelques années, je les observe, je les étudie,
Oui, j'ai un côté anthropologue. Et je m'aperçois qu'ils sont toujours très très méfiants les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que des fois qu'on me pique mon marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gâteau entreprise est trop petit pour tous les consultants. Il n'y a pas à bouffer pour tout le monde. Ce qui est fondamentalement faux. Ça dépend complètement comment on travaille, avec qui on travaille, avec quelle méthode on travaille, etc. Et puis surtout, ça dépend de ce qu'on apporte concrètement à une entreprise, de façon très pragmatique, comment on mesure les résultats, comment on est capable d'apporter quelque chose et de prouver que cette chose fonctionne. D'où l'intérêt d'une démarche scientifique, et non pas uniquement une démarche empirique. Donc, je résume, vous avez raison d'être ici aujourd'hui. Et j'espère que vous en sortirez plus riche. Un entier indivisible, et si on ne prend pas en compte les fondamentaux de l'équilibre humain dans nos démarches d'amélioration, on prend le risque de passer à côté d'un critère. La médecine du travail, c'est intéressant et indispensable. Je travaille aussi avec des médecins du travail. Seulement, voilà, la médecine du travail ne prend pas forcément en compte le côté psychologique parce qu'ils ne sont pas formés à ça. Et si vous prenez un psy, forcément, il n'aura pas les compétences d'un médecin. Et même si vous prenez un psy et un médecin, ils n'auront pas forcément les compétences économiques. Donc si vous réunissez les trois, à ce moment-là, vous êtes en capacité réelle d'intervenir sur le fond des problématiques que rencontre tout être humain au travail et dans la vie en général. Alors, qu'est-ce qui fait un sportif de haut niveau? Il s'entraîne. Quelle proportion? 6 à 8 heures par jour. Oui, mais en pourcentage 90%. entre 90 et 95%, et le reste du temps, il est en compétition. D'accord. Qu'est-ce que fait un chef d'entreprise? L'inverse. Il est à fond en compétition tout le temps, et il s'entraîne pratiquement jamais. Vrai ou faux? Bien. Et l'une des problématiques est d'inverser cela, non pas de faire en sorte qu'il soit tout le temps en entraînement et presque pas en compétition, parce que ce n'est pas possible, mais de faire en sorte qu'il prenne conscience que l'entraînement fondamental sur les trois fondamentaux que je viens de décrire et que je répète, physique, psychologique et relationnel, permet à tout chef d'entreprise d'être assez équilibré et de dégager l'énergie positive nécessaire pour pouvoir avancer et entraîner. Vous savez quoi? Aujourd'hui, les gens ont un problème dans l'entreprise qui n'est pas de savoir pourquoi ils travaillent. Parce que la plupart des gens, hélas, travaillent juste pour survivre. Mais pour qui ils travaillent? La vraie question, c'est pas pourquoi je travaille, c'est pour qui je travaille. Parce qu'il y a un effet d'entraînement et j'ai envie de travailler avec cette personne. J'ai envie de faire progresser mon entreprise parce que j'ai une admiration, pas une admiration de dévotion, une admiration parce que ce chef d'entreprise, Monsieur Lecomte ici présent, a mis son pognon sur la table. Il n'a pas joué avec les finances publiques. Lui, il a dit c'est mon argent, j'hypothèque ma maison, je mets ce qu'il faut pour mettre mon argent sur la table et créer de la richesse et de l'emploi. Donc ces gens-là, ils prennent tous les risques. Et c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai décidé de les préserver, ces gens-là. Faire en sorte qu'ils aillent bien. Donc, intelligent d'entreprise, il est au feu en permanence et il s'entraîne. C'est une fille là. J'ai fait exprès. Merci. Merci beaucoup de votre regard. C'est très important cette parité, mais pas une parité imposée par l'État. Qu'est-ce que c'est que ces sottises? On prend une femme complètement abrutie, on la nomme députée? Non mais c'est la compétence, l'importance. Mais absolument. Non mais, madame, je suis d'accord avec vous. Mais je suis d'accord avec vous. Mais ce que l'État impose aujourd'hui, c'est le sexe, c'est pas l'intelligence. C'est la parité sexuelle. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'effectivement, vous avez raison, il y a des hommes complètement abrutis qui ont des responsabilités et c'est extrêmement grave. Si le pays est là où il en est aujourd'hui, c'est sûrement pas pour d'autres types de causes. On est bien d'accord. Donc, fondamentalement, prenons des gens qui sont compétents et motivés et n'obligeons pas un homme, une femme, un homme, une femme. Faisons en sorte que les gens, naturellement, laissent la place à l'émergence de l'intelligence féminine qui est complémentaire à l'intelligence masculine. De toute façon, on ne peut pas se reproduire, on ne va pas parler d'image pour tout ça. Bien, on ne peut pas se reproduire sans ça. Pourquoi revient-on souvent aux habitudes inefficaces, d'après vous? Pourquoi est-ce que, depuis des lustres, des années, il y a des consultants qui vont des entreprises, et maintenant des coachs, qui
accompagne les chefs d'entreprise, qui les accompagne sur des meilleures pratiques, et qu'on s'aperçoit, quand on mesure les effets à moyen et long terme, que de toute façon, ça revient à peu près au même qu'avant. Pourquoi? On est en mode automatique. Absolument. Ça, c'est une des premières réponses. On est en mode automatique. On est en mode automatique, absolument. Qui agit pour la survie, qui sent en danger et qui a des réactions qui ne sont pas réfléchies. Parce que, et alors, le cerveau reptilien lui commande l'homéostasie, la fonction homéostatique, c'est-à-dire toutes les fonctions automatiques de régulation, température, battement du cœur, respiration, veille-sommeil, défense immunitaire, appétit, libido. Ah, il ne faudrait pas l'oublier, tout ça. Libido? Non, non, rassurez-vous, monsieur, je ne l'oublie pas. Par contre, on crée, à cause du mode opératoire négatif, qui est une de nos grandes découvertes valoriantes pendant nos 11 ans de recherche, 600 personnes pendant 7 ans, et ensuite le résultat analysé, mis en forme, et on est passé de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, à l'école, dans les entreprises, avec tout type de structures, c'est que ça crée des réseaux neuronaux courts, c'est-à-dire des espèces de réflexes. Bien. Voilà. Qui sont l'une de nos découvertes a été finalement cette pathologie que nous avons appelée le mode opératoire négatif. Et merci de votre intervention, parce que je rebondis là-dessus. C'est quoi? C'est tout ce qui nous pousse, tous les stimuli qui nous poussent depuis l'enfance au déséquilibre physique, psychologique et relationnel. D'accord? Puisque la fonction homéostatique est réglée dès la naissance, sauf pathologie génétique, pour l'équilibre, hein, il n'y a aucune raison, a priori, que l'on soit dans des déséquilibres, donc dans du mode opératoire négatif. Mais on s'est aperçu que les bombardements négatifs, depuis les stimuli négatifs, depuis la naissance, à l'école, dans les familles, dans la société en général, dans les médias, etc., nous poussent au déséquilibre et nous obligent à compenser. Une des explications, pourquoi nos enfants se mettent à fumer. Pourquoi nos gamins se mettent à fumer à l'âge de l'adolescence? Parce qu'ils se trouvent dans un mode ethnocentrique d'un groupe en mode opératoire négatif qui, pour l'inclure, lui demande de se mettre en déséquilibre physiologique. Vous avez compris? C'est-à-dire que sa fonction homéostatique à votre gamin, elle n'est pas suffisamment prégnante pour qu'il dise « Non, je veux bien être votre copain, mais je ne veux pas me droguer ». Donc du coup, il se met dans le groupe. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on est en mode opératoire négatif, ce qui est le cas de tout le monde, moi compris, bien sûr, il m'arrive de dire des choses en mode opératoire négatif. Je ne suis pas une entité abstraite, je suis un être humain comme vous. Si je travaille tous les jours sur moi, c'est pour essayer d'y être moins, mais pas de devenir parfait, parce que c'est utopique. Et quand on est en mode opératoire négatif et qu'on rejoint un groupe en mode opératoire négatif, donc ethnocentrique, qu'est-ce que fait le groupe? La première chose, c'est qu'il va attaquer les autres groupes. D'où les guerres de religion, d'où les guerres politiques, d'où les guerres en général, et la prégnance de j'ai raison sur les autres, et donc je vais attaquer les autres pour montrer que moi, effectivement, j'ai raison et que les autres ont tort. Donc, physiologiquement, vous voyez qu'il y a énormément de choses qui attaquent notre équilibre physiologique, et tout de suite, on va trouver des addictions. On se rend compte effectivement qu'il y a du mode opératoire négatif, c'est le bilan que nous avons créé, qui permet effectivement de repérer un certain nombre de choses, de déséquilibre, de facteurs de déséquilibre, dont les addictions. En psychologie, on va trouver aussi effectivement des addictions. Et en relation, en sociaux, on va trouver aussi des addictions, avec des excès, etc., etc. Donc, tant que les gens seront en mode opératoire négatif, tant qu'ils n'auront pas compris que c'est le mode opératoire négatif qui est la cause fondamentale de déséquilibre de chacun d'entre nous et qui nous pousse non pas à nous unir, mais à nous bagarrer, à dire que l'autre est un imbécile. De toute façon, il y a une phrase de Tipsit que j'aime bien, c'est « Chaque année, il y a de plus en plus de cons, mais il y a des années où on se demande si les cons l'année prochaine ne sont pas déjà là. » On est tous le con de quelqu'un. C'est vachement facile de dire vous êtes un con, vous avez tort, etc., etc. Par contre, de dire comment peut-on construire quelque chose ensemble, ça demande de sortir du mode opératoire négatif. Et on ne peut pas en sortir complètement. Ce que nous avons démontré, c'est qu'il n'est pas possible d'en guérir. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'identifier, le minimiser. Alors pourquoi est-ce que je vous parle du MON chez MOM? Du MON chez MOM. Parce que dans la gouvernance, les chefs d'entreprise, et M. Lecomte peut en témoigner, sont
harcelés par le mode opératoire négatif, dont impactés eux-mêmes par le mode opératoire négatif, ce qui fait qu'ils prennent des décisions sous l'emprise, comme une drogue, du mode opératoire négatif. Ce qui fait que ces décisions leur font perdre de l'argent, du temps, de l'argent, etc., etc. Et c'est là le problème fondamental que nous avons décidé de traiter, c'est-à-dire créer un bilan qui permet de jauger, d'évaluer précisément le niveau de mode opératoire négatif. Voilà. Donc, en corporel, et dans ce que nous avons appelé le PIE, potentiel individuel d'efficience, et qui permet effectivement de savoir au début, dans la première photographie du premier bilan individuel confidentiel, le niveau de mode opératoire négatif. Plus il y a de mode en rouge, moins on est efficient. Et ensuite, quelques mois après, de voir l'évolution mesurée pragmatiquement pour permettre aux gens de s'apercevoir qu'ils vont mieux au niveau de leur santé, ils vont mieux au niveau de leur relation à eux-mêmes, et ils vont mieux au niveau de leur relation aux autres, et donc on est en coopération plutôt qu'en affrontement. Voilà, on voit effectivement que le potentiel individuel d'efficience grimpe de façon très conséquente, et on le mesure, et non seulement on le mesure, mais en plus, on l'a vu hier dans une réunion avec M. Lecomte, les gens sont profondément positifs. Profondément positifs, et ils sont profondément dans l'action, tout en rétablissant leurs équilibres fondamentaux, ce qui leur libère effectivement leur énergie potentielle. Alors pourquoi ça demande du temps? Ça demande du temps parce qu'il faut être capable de faire un diagnostic et d'être capable de prescrire toutes les méthodes qui permettent de revenir à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut être capable, bien sûr, bilan médical, ça c'est la base, hein, pour avoir soit une imagerie, soit des bilans, etc. Mais surtout aussi d'être capable de connaître les médecines complémentaires, de faire la différence entre l'ostéo et l'éthio, par exemple, de savoir ce qu'amène telle ou telle méthodologie sous contrôle médical, toujours sous contrôle médical. C'est-à-dire l'avantage de travailler avec des médecins et avec des chercheurs, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi. On peut mesurer ce que fait un magnétiseur, par exemple. Parce qu'il y a des magnétiseurs qui commencent à rentrer à l'hôpital. C'est assez discret, mais il y a des magnétiseurs qui commencent à rentrer à l'hôpital. Et à partir du moment où on est sous couvert de médecin, de diagnostic médical, à ce moment-là, on peut se permettre de faire un certain nombre de choses et de donner l'idée aux gens que leur santé, c'est une prise en charge, une responsabilisation individuelle. Et leur bien-être également. Voilà. Question, c'est ça Bernard? C'est question maintenant? Ah ben, la parole à la salle, oui, oui, le but c'est ça. C'est d'interagir. Interagissons. Madame. Donc merci pour cette présentation. Merci à vous d'écouter. On va partir. Je trouve que c'est pas simple de présenter devant des gens qui sont pour 90% coach, consultants, qui ont tous leur méthode. Merci de partager ça. Je vous en prie. Moi j'aimerais bien des détails sur l'étude que vous avez conduite. Et une chose qui m'étonne dans ce que vous racontez, c'est si je comprends bien, vous faites un diagnostic avec tous les gens, donc par exemple les 60 personnes de l'entreprise, et vous leur faites un diagnostic à la fois psychique et corporel. Oui, tout à fait. Moi, ce qui me frappe, c'est le côté. Enfin, si j'étais salarié, je trouverais ça un peu intrusif que quelqu'un arrive et me fasse mon bilan, une espèce de 360 sur tous les aspects. Donc, comment est-ce que les gens prennent ça? Comment vous faites pour que ce ne soit pas intrusif, justement? Et jusqu'où ça va? Parce qu'effectivement, le côté diagnostic, et puis vous devez aller voir un naturopathe ou un sociologue, ça m'étonne, ça m'interpelle. D'accord. Sur la finalité, je trouve ça intéressant en tant qu'individu. Le fait que ce soit mon entreprise qui me mette dans une démarche comme ça, pour moi, ce sera un bon. Surtout la confidentialité vis-à-vis du dirigeant. Ah oui, il n'y a aucun rapport au dirigeant, monsieur Lecomte peut en... Alors, comment s'y est-on pris pour que les gens adhèrent, monsieur Lecomte, justement? Oui, tout à fait. Comment avons-nous procédé? Alors bon, donc, il s'agissait tout à l'heure d'une gestion de crise, comme je vous l'ai indiqué. Donc il y avait vraiment un malaise dans l'entreprise. Donc en fait, on a élaboré un message vis-à-vis de l'ensemble du personnel, qui a été délivré individuellement, verbalement et ensuite affiché, disant que l'entreprise, il fallait utiliser des mots simples, était un bateau, et que là, le bateau risquait de couler vu ce qui se passait. Et donc on avait besoin de se réunir rapidement pour, je dirais, enrayer cette crise. Donc on a fait 2 réunions, donc on n'a pas vu les 60 personnes. Hein. Il s'agissait d'une des filiales qui était atteinte, c'est de 15 personnes. Donc nous avons rencontré 15 personnes sous forme de 2 journées distinctes.
Et donc il était indiqué qu'on allait rencontrer individuellement chaque personne qui le désirait. C'était nullement une obligation, c'était une suggestion. Et donc je dirais, il n'y a eu aucune opposition par rapport à ça. Je dirais que tous les salariés ont accepté, je dirais, de se prêter à cet entretien. Et il était bien précisé au départ qu'il s'agissait d'un entretien individuel, auquel bien entendu je ne participais pas, qui était, d'ailleurs je n'ai eu aucun retour par rapport à ça, c'est complètement hermétique. Et donc la méthodologie qui était déployée vis-à-vis des personnes de l'entretien, qui durait entre 1 heure et 2 heures, parfois plus, était jugée très puissante et très pertinente. Moi j'avais les retours, je les voyais sortir, je ne les attendais pas comme ça, j'étais dans mon bureau, je vaquais à mes occupations, et ils venaient me voir après, ils me disaient merci, vraiment, vous m'avez apporté quelque chose, parce que c'était présenté de cette façon-là. L'entreprise a décidé de réagir, et pour ceci a fait appel à un professionnel qui va vous aider individuellement, et par là même aider l'épanouissement de l'entreprise. Et donc ils sont venus me voir, ils m'ont dit, vraiment ça m'a fait du bien, c'est bien, et j'espère qu'il y aura une suite. Pour certains, d'autres qui étaient un peu plus dubitatifs, qui ont dit oui, c'est pas mal, bon, voilà. Mais globalement, enfin je dirais, une large majorité l'ont apprécié, à tel point que nous avons décidé de poursuivre. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, merci M. Legond pour cette réponse, il y a toujours des gens qui sont tellement en mon, on va dire mon, hein, pas mom, hein, mon opérateur négatif, que de toute façon, la portion congrue dans l'entreprise existera toujours. Bien. Alors toujours jusqu'à ce qu'ils partent de l'entreprise. Parce qu'il y a effectivement une autre entreprise dont vous connaissez le président, qui est une entreprise de 150 personnes, dont j'ai le témoignage d'ailleurs ici en vidéo, qui, lui, a décidé de proposer ça en conférence. C'est-à-dire que je suis intervenu en conférence, en fait, hein, dans l'entreprise. Et ces cadres ont naturellement tous levé la main en disant ça m'intéresse, c'est pour moi en plus, l'entreprise m'offre ça, c'est sans condition, donc je le fais. Et à la suite de ça, les cadres ont répercuté plutôt de l'équilibre que du management par le mode opératoire négatif, et il y a un certain nombre de personnes qui se sont retrouvées en stratégie de repli et de fermeture, l'effet de crabe, vous savez, comme ça. Et ces gens-là, au bout d'un moment, sont partis de l'entreprise naturellement. Alors, c'est une technique très simple qui vient d'Afrique. Quand il y a un point d'eau en Afrique qui s'assèche, qu'est-ce que font les animaux naturellement? Ils vont chercher un autre point d'eau. Donc quand vous avez quelqu'un qui est tellement en mode opérateur négatif qu'on assèche le mode opérateur négatif, du moins en grande partie, ces personnes n'est plus alimentée, donc du coup, naturellement, elle va partir de l'entreprise, et l'entreprise va retrouver sa pleine et entière puissance en mode opératoire positif, et donc en capacité d'entrepreneuriat et de partage de l'information, non plus rétention d'informations, stratégie de pouvoir, etc. Et là, on est sur une stratégie libérante. On est sur une stratégie de libération d'entreprise. Monsieur. Pour faire le pont, pas pour juger la démarche, mais plutôt pour reconnecter au thème de départ, oui. La gouvernance. Oui. Vous parliez de la dimension dans la gouvernance du décentrement. Oui. Donc il y a une dimension autonomisante. Complètement. Transfert de responsabilité. Oui. Là, on parle quand même d'un positionnement de l'entreprise qui est proche un peu de la médecine interne. Je vais déjà, ça pose le postulat que vous êtes en déséquilibre et que je vous apporte la solution. Donc ce côté d'être celui qui apporte la solution, est-ce que vous trouvez que c'est cohérent par rapport à la démarche de gouvernance, donc d'autonomiser les salariés? C'est une excellente question. Oui, pourquoi? Parce que si on ne traite pas le mode opératoire négatif, il est extrêmement compliqué d'avoir une autonomie d'équilibre. Extrêmement compliqué. C'est pas totalement impossible, mais c'est beaucoup plus dur. C'est comme si on parlait sportif, il faut rappeler tout à l'heure, c'est comme si vous partez aux 100 mètres, départ arrêté, avec 2 poids de 5 kg aux chevilles. Ça m'étonnerait que vous fassiez un record du monde. Donc, quand, d'abord, l'entreprise n'impose pas, elle propose, l'idée c'est toujours de proposer. Globalement, les gens sont dans un pays qui est en mode opératoire négatif. Les gens savent, ils ont du mal à trouver des solutions, ils ont des problèmes d'espoir, ils ont des problèmes de mobilisation politique, économique, sociale, etc. Et donc, ils ont envie qu'on leur donne une petite impulsion. Il ne s'agit pas de faire à leur place, on est bien d'accord.
Il s'agit de leur donner l'impulsion pour qu'ils comprennent ce que c'est que le mode opératoire négatif et qu'ils s'en départissent chacun par ses moyens. Il n'y a pas une méthode pour traiter le mode opératoire négatif, il y a des méthodes qui, quand elles sont convergentes, à ce moment-là, donnent réellement des résultats. Donc, la bienveillance alliée à une discipline qui permet concrètement, pragmatiquement, de les aider à trouver leurs équilibres, y compris personnels, à ce moment-là, permet de dégager l'énergie positive et de rendre la main à chacun, non plus je vais me bagarrer contre toi en disant mais tu vas peut-être me piquer quelque chose, mais tiens, moi j'ai ça, toi t'as ça, ensemble on a ça. Donc comment on peut, et du coup on n'est plus en train d'avoir peur. C'est une démarche libération des peurs, fondamentalement. Parce que nous sommes tous pris par la peur, tous. On a tous des peurs. Et plus la société est anxiopathogène, plus effectivement on est dans la peur. Et la peur, c'est le réflexe de crabe, j'en parlais tout à l'heure. Et la peur, c'est l'inverse de cette gouvernance d'équilibre éthique qui permet justement d'aller sereinement vers ses collaborateurs en disant « je vous donne la main, je vous donne la main, je vous rends la main ». Nous avons travaillé entre 1995 et 2006. Nous sommes 5, dont l'ancien bras droit Stéphane Suris du professeur Luc Montagnier, à l'Institut Pasteur à Paris, dont Patrice Josset, qui est chef de service en anatomopathologie à l'hôpital Trousseau. Donc ça c'est pour la partie médecine et biologie. Annie-France Mauclair, qui est une chercheuse en pédagogie, qui a 30 ans de travail dans le triangle des Bermudes. Parents, profs, enfants. Elle appelle ça le triangle des Bermudes. Et Myriam Pommier, qui est une régulatrice dans un centre SOS Médecins International. Et nous sommes constitués en 1995 en association autour d'un sujet de recherche fondamentale. Y a-t-il un lien entre les déséquilibres individuels des Français, physiques, psychologiques et relationnels, les trois fondamentaux, et les dysfonctionnements de toute notre société? C'était une question de recherche fondamentale. Et on a mis longtemps, puisqu'on a travaillé pendant 7 ans, à l'école, on a sur le site Valoriance, je vous invite à vous connecter, il y a www.valoriance.fr, n'est-ce pas? On a mis 7 ans avec 600 personnes de toutes conditions sociales. On n'a absolument pas voulu trier, on a voulu voir s'il existait un lien et un problème fondamental. Et on a trouvé le mode opératoire négatif. Alors on a travaillé avec des questionnaires, hein, c'est du déclaratif, on n'a pas vérifié. Mais comme il y avait un médecin, on s'est mis en relation aussi avec des bilans de santé pour être capable de comprendre quel était l'impact justement de ce mode opératoire négatif sur la santé, sur l'équilibre physique. Hein, et comment ça joue sur notre corps quand on ne va pas bien. Et ça joue. Là-dessus, on est quand même relativement persuadé. Et comment il y a un aller-retour entre notre physique et notre psychisme. Et entre notre psychisme et nos relations. Et à ce moment-là, on s'est aperçu qu'il était évident qu'il y avait cette pathologie de l'équilibre humain, du mode opératoire négatif, qui nous impactait en permanence et qui nous poussait suffisamment au déséquilibre pour qu'on soit dans difficulté de mieux gérer sa vie, de gérer correctement sa vie et de dégager l'énergie positive pour pouvoir être efficient dans la plupart des cas, tout en prenant soin de soi. Parce que quand on ne prend pas soin de soi, on est effectivement dans une baisse de capital fondamentale. Excusez-moi, moi j'ai une question pour Monsieur Lecomte. Oui. En fait, j'ai pas bien compris pourquoi vous avez fait appel à cette méthodologie, à cette approche. Quelle était la cause des difficultés de votre entreprise? Est-ce que c'était le déséquilibre des salariés ou le fait de faire appel à cette approche, c'était pour gérer les déséquilibres de vos collaborateurs suite aux difficultés? En vrai, ma question c'est, j'ai pas bien compris la cause en fait, la cause des difficultés, quelles étaient-elles? Est-ce que ça venait des collaborateurs et du déséquilibre et du coup vous vous êtes dit ok, je vais faire appel à cette approche-là, ou est-ce que vous vous êtes dit mes collaborateurs sont en situation voilà, ils vivent mal ce qui se passe et du coup je vais les aider? J'ai pas bien compris le... C'est plus dans ce sens-là. Disons qu'il y a eu un événement déclencheur donc, qui s'est produit et donc qui a vraiment perturbé l'entreprise de façon profonde. Et donc il fallait y réagir. Et donc je n'avais pas les outils pour réagir, j'étais un peu perturbé de ce point de vue-là. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai été en relation avec Valoriance et qu'on m'a parlé de cette méthodologie et que j'ai mise en place. Et donc qui a été bien accueillie par les salariés. Mais c'est parce qu'en fait, l'événement avait perturbé, pas la totalité des salariés, mais quand même un certain nombre de personnes. Et donc c'était pour moi une réaction par rapport à ça. Et donc ça a été bien accepté. D'accord, mais ça vous
avait perturbé sur le fait vous parlez de individuelle. De manière humaine, mais pas dans leur professionnalité. Enfin, je veux dire, dans Si, leur, il y avait des répercussions. Ça avait été, il y avait eu des, ça les avait perturbés de façon, parce que la personne en question avait eu une très grosse influence auprès de certains collaborateurs, était allée très loin. En mode, Donc, en mode, et ça sortait parfois même du cadre de l'entreprise. Je l'ai découvert. Donc il y avait enfin, c'était quelque chose de terrible. Il y avait même des réunions qui se faisaient à mon insu, des repas externes, et donc voilà. Donc il y avait vraiment un genre de putsch qui était en train de s'organiser, un coup d'État, bon, avec quelques personnes. Et donc, lorsque je me suis séparé de cette personne, très brutalement, je n'avais pas le choix, ces personnes qui étaient un petit peu impliquées dans cette affaire, donc se sont rebellées et ont été très mal à l'aise. Mais disons qu'on a tout de suite, je dirais, et rapidement échangé, et ça a été très positif. Et donc il fallait agir vite, et donc voilà, Et vous connaissiez Philippe Écran. Et également, nous avions une référence commune, Philippe Écran, qui était chef d'entreprise, donc qui est également dans le Val d'Oise, et avec lequel je participe à différentes réunions et associations. Et donc voilà, donc c'était également la bonne référence. Donc j'avais plusieurs paramètres qui m'ont incité à travailler avec M. Lévis. Et donc maintenant, il faut que je réponde en tiroir. Ben oui, dois-je libérer mon entreprise? Est-ce que bon c'est le bon moment, quoi? Quand un Qu'est-ce pays... qui va déterminer que c'est le bon moment? C'est une excellente question. Quand un pays est en mutation, parce que les journalistes parlent énormément de crise, la crise est une conséquence possible de la mutation, mais ça n'est pas obligatoire. La preuve, il y a des adolescents qui ne font pas de crise d'adolescence. Je ne sais pas si vous en connaissez, moi j'en connais. Des ados qui vont bien, qui ne font pas de crise d'adolescence. Ouais, mais enfin, quand ils la font après, c'est pas mieux. S'ils On la parle font- d'expérience, s'ils ça la sent font à- le s'ils vécu. la font à 50 ans, évidemment, c'est un peu le problème. Non, mais tout peut arriver. Hein. Tout peut arriver. L'adolescence à 50 ans, c'est... Non, enfin, c'était pas ça. Vous avez raison. Mais il y en a effectivement qui n'en font pas. On a travaillé avec des enfants à partir de l'âge de 8 ans dans nos recherches pour justement travailler le plus tôt possible pour voir ce qui se passait en termes de phénomènes de déséquilibre de l'enfant, physio, psycho et relationnel bien sûr. Et on a travaillé aussi avec des enseignants et on s'est aperçu effectivement que le MON était prégnant et que c'était ça la source fondamentale. Bien. Est-ce que c'est le bon moment? Moi je dis oui. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un navire, on va reprendre l'idée de M. Lecomte, quand vous êtes dans un navire qui est dans une tempête, hein, pas un grain. Il y en a qui sont voileux ici. Voilà, hein, la différence entre un grain et une tempête, c'est pas la même chose. Bien. Alors, déjà, on ne sort pas tout. Hein. Ça dure moins longtemps. Oui, Le grain. le grain, ça dure moins longtemps. On ne sort pas tout. Hein, le mec qui a la grand voile, pleine voile en tempête, le gars, on verra, il est mort. Bien. Donc, on réduit. On réduit la toile, on réduit la voilure, on est bien d'accord. Et puis surtout, on prend un cap qui est un cap de sécurité. On est bien d'accord. Ce cap de sécurité, il y a une confusion en France entre le réflexe de crabe qui consiste à dire je bouge plus, je fais le gros dos et j'attends que ça passe, et je suis capitaine du navire, et là on est dans la gouvernance, je suis capitaine du navire et je dois libérer mon entreprise, parce que libérer mon entreprise, c'est donner la capacité aux marins d'avoir des rôles suffisamment positifs, équilibrés et prégnants pour faire en sorte qu'on puisse vivre dans la tempête. Et pas seulement survivre. Vivre complètement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre, ça veut dire produire, ça veut dire continuer à avancer, à produire, parce que plus on est équilibré, plus on est dans le bon cap de la tempête, et plus on va sortir avant les autres. On est bien d'accord? Et c'est ce qui se passe dans les entreprises MOM 21 qui ont libéré l'entreprise et qui gagnent de l'argent, hein, c'est clairement expliqué dans vos vidéos, et qui ont donné la main aux collaborateurs pour pouvoir passer cette tempête que vit le Navire France aujourd'hui. Oui, Donc, mais c'est le bon moment. j'entends, Oui. mais j'en rencontre quand même un certain nombre d'entrepreneurs. Et la première réaction qu'ils ont, oh là, attends, on est déjà dans la tempête, alors c'est plus le crabe, c'est le crabe-crabe, quoi. Et pour qu'ils arrivent à s'ouvrir, j'ai pas encore trouvé la clé. À moins de les mettre dans l'eau bouillante, mais je sais pas faire. Oui, mais si vous les mettez dans l'eau bouillante, vous allez les manger et ils vont mourir. Ouais. Donc c'est pas le but. Donc, comment je vais leur redonner envie de vivre Alors, autrement? En donner envie de vivre et pas de survivre. On est d'accord. C'est justement
pour cette raison, parce que j'ai moi-même été créateur et chef d'entreprise dans la grande distribution, qui est un milieu que vous connaissez, qui est quand même pas sympa, c'est du hard, hein, voilà, on n'est pas dans la finesse. Bien. Eh bien, on s'aperçoit effectivement qu'il y a de la souffrance à l'intérieur même des dirigeants, et que si on arrive avec uniquement des solutions opérationnelles qui sont déconnectées du navire France, on n'aura pas la même écoute que si on leur dit « Attendez, si là vous libérez votre entreprise, si vous vous y mettez réellement, vous allez libérer le pays. En vous libérant vous-même, en libérant vos collaborateurs, vous allez libérer le pays. Or, vous en avez marre actuellement de voir ce qu'on fait de ce pays. Là, à 99%, ils vous disent « Bah oui, on en a jusque-là. » Et donc, ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est être capable d'avoir un discours, un message positif, porteur d'espoir, que nous appliquons nous-mêmes. Pour créer Valoriance, la première chose que nous avons dit, il faut qu'on travaille sur nous tous les jours. Tous les jours. Mais pas seulement psychologiquement, physiquement, psychologiquement, relationnellement, pour diminuer la zone de mode opératoire négatif. Et quand on rencontre un chef d'entreprise qui sent, parce qu'on est des mammifères, qu'il y a effectivement cet équilibre qui est là, et qu'on n'est plus dans la lutte, dans la joute, dans je vais te bouffer la laine sur le dos, dans ceci, toi t'es un imbécile, moi j'ai la vérité, etc., etc., à ce moment-là, les gens, comme bons mammifères que nous sommes, sentent les choses et sont capables d'adopter votre méthodologie et de travailler avec vous, pour eux, pour l'entreprise et pour le pays. Il y a le dame qui va se déboîter l'épaule. Mais après, je vous donne la parole, monsieur. Pour partir dans une démarche positive et appréciative positive, vous avez mentionné que, en fait, tout à l'heure, effectivement, que vous vouliez enclencher une démarche entreprise libérée. Alors, comment rentrer effectivement dans cette configuration d'entreprise libérée. Et du coup, comment vous, maintenant, là, vous en êtes, vous entrevoyez les choses, c'est-à-dire des étapes, comment c'est pour vous maintenant je dirais, dans ce souhait, qu'est-ce que vous avez commencé peut-être à mettre en place, comment vous vous projetez, effectivement, voilà, à long vers du positif, dans ce sens d'entreprise libérée. Hein. Oui. Donc déjà, il y a aujourd'hui plusieurs entités, puisque c'est un petit groupe. Et donc l'entreprise cible, c'est une entreprise de 15 personnes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est déjà d'avoir identifié les potentiels et les personnes qui veulent vraiment aller de l'avant. Et donc pour me libérer et libérer l'entreprise, il faut que ces personnes, effectivement, soient valorisées et prennent de l'initiative. Et donc ça commence à être le cas. Donc là, on est dans cette phase, gérer des notifications, et donc on enclenche des éléments moteurs. Mais ça se fait par étapes. Et donc ensuite, une fois que ces personnes ont, je dirais, pris en compte des objectifs et réellement partager la vision de l'entreprise, donc là, on s'appuiera sur elle et on renouvellera peut-être, effectivement, on complétera les effectifs avec des personnes qui, permettent d'aller de l'avant. En fait, c'est un peu un renouvellement de l'entreprise. On l'a d'ailleurs baptisé Acme Revival. Elles ont pour fondamental le visio parce que c'est un des aspects qui est rarement traité dans les démarches actuelles et qui intègre jusqu'au niveau cellulaire le mode opératoire négatif et qui fonctionne comme cette espèce de foyer dont je parlais tout à l'heure et qui risque en permanence de revenir et de nous mettre en danger à cause des déséquilibres. Mais ça n'est pas uniquement conçu par des médecins, c'est aussi conçu par des gens qui ont la capacité de comprendre, qui savent ce que c'est qu'une entreprise, j'en fais partie, et qui relient le côté scientifique au côté économique, pour faire en sorte que ça fonctionne réellement au niveau du fond. C'est-à-dire que notre action ne veut pas être une action de forme, mais une action de fond. Et le but, c'est l'autonomie, d'où gouvernance et libération des entreprises, parce que le but, c'est surtout pas d'accompagner les gens pendant 36 ans, c'est de leur donner l'ensemble des clés qui leur permettent de rétablir par eux-mêmes leurs équilibres, puisque c'est autogène, on est d'accord, et qu'ensuite, ils continuent là-dedans. C'est-à-dire, le but, c'est pas d'avoir besoin en permanence d'appeler papa pour lui demander ce qu'on a à faire. C'est de faire en sorte que cet équilibre dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle et dans la citoyenneté soit suffisamment prégnante
pour qu'on se retrouve non plus à fonctionner les uns contre les autres, donc là on n'est pas uniquement dans la médecine, mais à fonctionner les uns avec les autres. C'est-à-dire que l'autre n'est plus un danger. L'autre est un compagnon de route. Et ça fait une sacrée différence. Parce que quand l'autre est un compagnon de route, on peut se passer de telle ou telle personne et du dirigeant qui peut aller à la pêche. Parce que des compagnons de route, vous connaissez les compagnons du devoir? Compagnons du Tour de France, les ouvriers qui font des chefs-d'œuvre. Dans le mot compagnon, il y a accompagnement. Donc j'accompagne mon collègue de travail, j'accompagne mes collaborateurs, mais je ne suis pas obligé, et surtout je ne vais plus aller leur taper dessus. Je ne vais plus aller en mode opérateur négatif, trouver ce qu'il y a de dysfonctionnement chez l'autre pour parler dessus et pour entretenir ce mode opérateur négatif. Je vais passer dans un mode d'équilibre qui me permet de dire, s'il y a des gens négatifs autour de moi, c'est leur responsabilité, mais je ne suis plus obligé d'être impacté par le négatif. Et du tout, en libérant mon énergie positive, individuelle et collective, on a ce qu'on a vu très récemment, des gens qui disent « Yeah, maintenant on peut y aller. Maintenant on peut enfin y aller. » Et comme je vais bien au niveau de ma santé, du coup j'ai plus aucun frein. Je n'ai plus aucun frein. Voilà. Excusez-moi quand même, oui, madame. J'entends super sur les physio, je suis d'accord. Vous avez quand même dit que c'était des circuits courts. Donc en 1 heure d'entretien, vous arrivez plus ou moins à faire un diagnostic de là où il y a des choses à faire, ça je peux bien imaginer. Vous proposez... Plus d'1 heure, c'est comme c'est 2 heures. 2 à 3 heures. 2 à 3 heures. Ok. Donc ensuite vous donnez on appelle ça un bilan, un bilan, un peu comme une ordonnance, on a des conseils précis sur les 3 niveaux. Absolument, tout à fait. Et ensuite, les gens s'en servent tout de suite. Alors ils s'en servent tout de suite, mais bon, après je vois par mon expérience à la fois de coach, de personne qui a suivi psychothérapie, tout ça, avoir conscience des choses, c'est un énorme premier pas, donc de son mode opératoire négatif. Tout à fait. Maintenant, le changer, s'il n'y a pas de suivi, donc là j'entends que finalement il y a un suivi qui est prévu, enfin quelque chose qui est prévu, mais au départ, c'était pas prévu. Pas forcément prévu dès le départ. C'est l'approche de la personne, elle va vraiment changer parce qu'on ne change pas comme ça juste parce qu'on a pris conscience que oui, ah bah je manque de confiance en moi, ah bah c'est à cause de papa, ou c'est à cause de ceci, ou c'est à cause de. Tout à fait. On ne prend pas confiance en soi, même avec des bons conseils, quoi. Tout à fait. C'est de l'accompagnement moyen terme avec de la pluridiscipline. C'est-à-dire médecin, thérapeute, spécialiste du comportement, médecine douce, etc. Et je vais vous dire, on a un projet... avec tout ça. Oui. Vous les envoyez chez un tel, Absolument. Et avec des gens référencés. Alors comment référence Valoriance les gens? C'est très simple. C'est diplôme, expérience, bienveillance. Parce qu'on peut être diplômé par avoir d'expérience, on peut être bienveillant sans avoir de diplôme, et on peut être expérimenté sans avoir ni diplôme ni bienveillance. Oui, il y a une école française de magnétisme qui diplôme en 2 ans et qui fait de la physiologie. Absolument. L'école de Jean-Marie Bataille. Tout à fait. Voilà. Merci. Et merci à vous. Non, on va les poser. Merci de votre présence en tout cas ce matin. Si je peux me permettre de faire juste une petite conclusion, parce que je sentis que dans la salle il y avait quelques mouvements, c'est que je pense qu'on est toujours le plus mauvais vendeur de sa soupe, c'est que, et ça a été dit, pourquoi est-ce que cette méthode-là fait que le circuit direct ne viendrait pas plus vite? Et je pense, je ne l'ai peut-être pas dit assez clairement, mais c'est dans son propos, c'est qu'en fait, c'est parce qu'on traite séparément les 3 points, le physique, etc. Et donc, en fait, si vous essayez de changer votre relationnel et que vous avez des problèmes physiques et psychologiques, physiologiques, etc., vous allez revenir. Et je pense que la force du système, c'est de revenir, d'aider les gens à aller vers cet équilibre sur les 3 points. Et là, vous êtes moins tiré pour revenir, pour que le circuit direct reprenne, parce que vous traitez les 3 points d'équilibre. C'est ça, je crois, qui est important. Et c'est ça, et les gens comprennent qu'en fait, quand on les traite un par un, donc on va avoir un médecin, ou bien on va avoir un psychologue, etc. Après, les 2 autres font, comme on ne les traite pas, font qu'on revient vers le circuit direct. Alors que le fait de traiter les 3 à la fois donne plus de chances qu'en fait la personne, elle revienne vers un équilibre qui est plus stable. Voilà, moi c'est ce que j'ai compris. Qu'elle la conserve et qu'elle en ait le management autogène. Et ensuite, voilà, c'est ça. Et souvent on traite un truc et puis on se dit mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que les 2 autres, eux, n'ont pas été traités. Le fait de traiter les 3 aide les entreprises à sortir du mode opératoire négatif. Et nous on le voit bien, les entreprises se demandent mais comment je vais faire avec les syndicats que j'ai,
Il y en a certains qui me disent, avec le nombre de collaborateurs négatifs que j'ai pour arriver à libérer l'entreprise. Ben, c'est une des idées, c'est de dire, il faut déjà aider les gens à repasser en mode opératoire positif. Okay. C'est plus facile que... Et on peut penser que des gens comme Fabi, Pout, etc., étaient plutôt en mode opératoire positif, c'est ce qui a fait que ça a pris assez facilement, mais que des chefs d'entreprise qui perçoivent, qui sont en majorité en mode opératoire négatif, se posent la question de dire mais comment je peux les faire repasser en mode positif. Bon, ça peut être une approche de dire, on a des collaborateurs et la direction évidemment, à essayer de retrouver un équilibre et aider les gens en passant positif. Merci de votre présence. Oui, merci à vous. Et ça continue à côté pour ceux qui ont des...